Très bien. Donc, je vais vous parler d'albédo, des prairies, et donc qui peut être un atout en plus des prairies dans l'atténuation du changement climatique. Donc, avant de démarrer, je vais vous faire un peu d'exercice parce que vous êtes enfermés depuis ce matin. Donc, je vais vous faire lever la main. Alors, donc, vous allez lever la main si votre réponse est oui aux questions suivantes. Donc, qui a entendu parler d'albédo? Bon, vous avez tous lu le programme. C'est pas mal. Alors, qui sait ce que c'est l'albédo? Ça va. Ça augmente avec le temps. Hein. C'est mon petit sondage personnel. Hein. Qui saurait l'expliquer à son voisin ou à sa voisine? Bon, et qui est volontaire pour l'expliquer? Je te le demande pas, Perrine. Alors, donc, je vais vous parler du projet Albédo Prairie, qui se positionne dans tout le contexte de changement climatique. J'y reviendrai pas, ça a été déjà évoqué. Où il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, séquestrer du carbone, et il y a l'effet albédo qui est quelque chose qui a été assez peu étudié, enfin ça a déjà été étudié, mais peu, on va dire, vulgarisé jusqu'à présent. Le projet, en fait, cherchait à mieux caractériser les variations de l'albédo des prairies, je vais revenir à la définition, en France pour différentes situations pédoclimatiques. Donc, on a donc des sites expérimentaux, 7 fermes XP, donc, enfin il y a une de l'INRAE, et sinon c'est des fermes XP, donc 4 de fermes XP, ça va de Trévarez au lycée agricole du Pradel. Donc on a vraiment des situations très variables. L'idée c'est de voir si on peut augmenter cet albédo au niveau des exploitations agricoles pour atténuer le changement climatique, et de comparer, de faire une première comparaison en tout cas par rapport aux autres choses que sont les émissions de gaz ou le stockage de carbone. C'est aussi potentiellement un argument de plus, donc, mais ça, on le verra après. Alors, c'est un levier qui est plutôt mal connu en général. Alors, ça s'améliore depuis 3-4 ans, mais ça a été beaucoup mis en avant lors des canicules, et notamment en 2022. Vous avez pu voir des toits de supermarchés qui sont peints en blanc, que ça refroidit. Ça, effectivement, on joue sur la réflectance de la lumière et de l'énergie, en fait. Et puis, pour le Tour de France ou certaines routes, on met du lait chaud parce que ça évite que le bitume qu'on a chez nous, qui n'est pas capable de supporter de forte chaleur, ne se creuse un peu trop. Alors, quand on est cycliste, c'est plutôt pas mal parce que ça colle quand même le bitume quand il fait plus de 30 degrés. Alors, l'albédo, c'est quoi? C'est un ratio, en fait, c'est un pourcentage. C'est la part de lumière solaire qui est réfléchie par une surface, quelle qu'elle soit à l'échelle de la planète. C'est une valeur entre 0 et 1. Un 0, ça veut dire qu'il y a 0% de lumière réfléchie, c'est du noir, pour faire simple, et 1, c'est le miroir parfait, ou une neige très 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 blanche. Et donc, en fait, il faut savoir, et retenez ça, s'il y a un message à retenir, c'est ça, c'est quand l'albédo de surface augmente, ça réduit la quantité d'énergie absorbée par la surface terrestre. Et ça s'exprime en watts par mètre carré. Et cette énergie permet de réchauffer l'atmosphère, et s'il y en a moins, on réchauffe un peu moins. Et par le passé, la planète a connu des épisodes, on parle de Terre boule de neige, pour ceux qui aiment bien les reportages, avec des dinosaures ou même avant les dinosaures, mais c'est pas négligeable sur la machinerie climatique. Alors pour ça, je vais vous faire une leçon vraiment très 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 rapide et très 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 simplifiée de climatologie qui est forcément imparfaite. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chaleur, c'est-à-dire les infrarouges thermiques, ou à grande longueur d'onde, elle est retenue par les gaz à effet de serre. En fait, ils sont opaques aux infrarouges, donc ça n'arrive pas à passer, ou pas beaucoup. Alors que la lumière visible et le proche infrarouge traversent beaucoup mieux l'atmosphère. Ça dépend des longueurs d'onde et des gaz à effet de serre. Il faut savoir que ça a quand même quelque chose de bénéfique, l'effet de serre, puisque s'il n'y en avait pas, il ferait moins 18 sur Terre, donc il n'y aurait personne ici. Alors il n'y aurait même pas d'ici peut-être. Enfin si, il y aurait un ici, mais il ne ressemblerait pas à ce bâtiment. On est plutôt à 15 degrés actuellement et ça augmente avec le temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gaz à effet de serre ajoutés par les activités humaines augmentent cette quantité d'infrarouge qui est retenue dans l'atmosphère et donc qui sont émis par la surface. Et on appelle ça un forçage radiatif positif, c'est-à-dire que c'est un effet réchauffant. Comme la chaleur est retenue, qu'elle ne s'évacue pas de la planète, en fait, ça chauffe. Donc là, il y a une petite animation, voilà, ça chauffe quand les gaz à effet de serre restent. Alors, à contrario, augmenter l'albédo, vous voyez, c'est la petite flèche qui augmente, c'est qu'on renvoie l'énergie d'où elle vient. Donc, ça veut dire qu'il y en a moins qui restent pour réchauffer, en fait, l'atmosphère. À la limite, c'est un peu pour une autre image qui n'a rien à voir, c'est comme un lavabo, les gaz à effet de serre, si on bouche le lavabo, ça n'arrive plus à s'évacuer, et l'albédo, c'est le robinet, on joue sur l'énergie qui rentre. On n'est pas au même niveau, donc c'est des choses différentes. C'est ce qu'on appelle un effet biogéophysique ou biophysique.
alors que le stockage de carbone, c'est un effet biogéochimique, c'est-à-dire que c'est lié en fait à la vie du sol. Et donc, on a cherché à quantifier cet albédo des prairies. Donc, l'idée, c'était de voir en complément du stockage de carbone dans le sol, si ça peut servir à atténuer le changement climatique. Et l'idée, c'était bien le quantifier. Donc là, je dirais, je rends hommage à Jean-Christophe Moreau, mon collègue, qui est en retraite maintenant, parce que c'est quand même depuis un certain temps qu'il avait creusé ces questions-là sur le changement climatique et que ça a permis aussi de monter ce projet. Hein, et donc, retenez quelques petites choses. Bon, la neige, c'est un albédo élevé. Un sol, c'est souvent sombre, je mets des guillemets, hein, parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est un albédo faible, il est plutôt plus réchauffant qu'un végétal qui a un albédo plus élevé, c'est-à-dire qu'il réfléchit davantage la lumière et qui laisse moins d'énergie toucher le sol. Donc on a cherché à voir ce que ça donnait sur la prairie. Alors, plus concrètement, vous avez tous entendu parler de la neige qui fond au pôle Nord, mais aussi au pôle Sud. Hein. Quand on a un albédo élevé, ben, fait froid parce que l'énergie ne reste pas, l'essentiel repart d'où elle vient. Quand la glace elle fond, ben, la température augmente parce que l'eau s'échauffe, même si c'est pas beaucoup, c'est énormément d'énergie. Et puis ben, quand en fait ben, ça fond encore, ben, l'albédo est encore plus faible. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive, c'est-à-dire que plus la glace est fond, plus ça absorbe la chaleur, donc plus il fait chaud, plus la glace est fond, plus ça absorbe la chaleur, etc. Du coup, on a des ours polaires qui se retrouvent sur des glaçons. Donc c'est une boucle de rétroaction positive, c'est un phénomène qui s'amplifie en fait. Et donc, si on prend un exemple pour les types de sols, vous voyez que je suis extrêmement doué pour les montages photos. Alors donc, c'est en Picardie. Hein. Au fond, c'est du relief, pour ceux qui ne voient pas bien. Et l'idée, c'est de montrer le parallèle avec la glace. C'est que quand vous avez du végétal, en fait, on est plutôt sur une situation d'albédo plus élevée par rapport à un sol qui est nu, ici en l'occurrence, et qui est plus réchauffant. Donc, c'est-à-dire que l'agriculture, l'occupation de la surface des sols par l'agriculture a un effet sur en fait le changement climatique. Alors comment est-ce qu'on mesure l'albédo? Donc ça se mesure avec un albédomètre, hein. Les choses sont bien faites. Alors, le principe est très simple, ça mesure la lumière qui descend, ça mesure la lumière qui remonte et ça fait le ratio entre les deux. Donc vous faites le ratio entre ce qui remonte et ce qui descend. Voilà. Donc si vous avez un albédo de 0,2, c'est qu'il remonte 20% de la lumière. Donc, je ne vous parle pas des vannes qu'on se fait parfois entre nous sur l'intérêt des moutons, est-ce que ça a un effet sur les mesures d'albédo par rapport à une charolaise. Il y a l'effet de la limousine aussi potentiellement. Alors, on ne s'engage pas dans ces débats-là, surtout qu'ils ne sont pas là en permanence. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce que vous pensez être un bon albédomètre, c'est-à-dire vos yeux, en fait, retenez que c'est un très mauvais instrument. Parce que ce que vous voyez, ce n'est pas tout ce qui existe. Hein. Il faut savoir que vous ne voyez pas dans l'infrarouge, vous ne voyez pas dans le proche infrarouge. Les chats ont la chance de voir dans le proche ultraviolet, ce qui permet de reconnaître des congénères au travers des traces qu'ils laissent, mais nous, on est dans le visible. Point. Donc l'herbe nous paraît verte parce que l'herbe rayonne davantage de lumière verte. Un gazon artificiel, pareil, il renvoie davantage de lumière verte. Sauf que l'herbe, vous pouvez voir sur le graphique ici, elle renvoie énormément de lumière dans le proche infrarouge. Ce qui fait que l'herbe a un albédo élevé. Alors qu'une pelouse artificielle, en fait, n'a pas du tout cette réflectance. Hein, donc l'œil est un très mauvais indicateur, donc retenez ça, ne vous fiez pas aux apparences. Quelque chose qui est vert ou rouge, ben, ça peut avoir un albédo élevé. Ensuite, comment on quantifie les variations d'albédo, puisque c'est ce qu'on recherche. Donc là, vous avez un exemple de mesure. Alors, ah oui, il y a déjà tout qui est passé, il n'y a pas l'animation, zut. Mais ce n'est pas très très grave. En fait, en hiver, c'est le petit carré vert. Ce que vous pouvez voir, c'est des variations assez importantes. Alors ça, c'est parfois parce qu'il y a de la neige, parce qu'il y a du givre, ça a un effet réfléchissant, ou parfois parce qu'il n'y a pas de givre, il fait plus sombre. Donc ça varie beaucoup en hiver. Et puis, vous voyez en rouge, c'est des chutes d'albédo, en fait, qui sont liées à l'augmentation, en fait, de la courbe verte, qui est l'humidité du sol. L'humidité du sol, ben, elle augmente quand il pleut. Hein, et quand vous avez, en fait, oui, il faut peut-être le rappeler, mais c'est évident, et ça veut dire aussi que le sol s'assombrit. Il suffit de 1 ou 2 mm d'humidité, enfin de pluie, pour que le sol s'assombrit en surface. Il ne faut pas grand-chose. C'est des choses qui sont connues depuis très longtemps par les physiciens. Et quand vous mettez des bestioles sur une prairie, ici en l'occurrence des moutons, ben vous voyez, j'ai mis en vert la baisse d'albédo qui est liée au pâturage parce que les animaux, ils enlèvent l'herbe, ça laisse davantage de sol visible qui est un peu plus sombre, donc ça fait baisser l'albédo. Maintenant, ça va devenir plus compliqué. Là, j'ai plein de graphiques. Alors, en fait, ce que vous pouvez voir ici, c'est à Trévarez,
En l'occurrence, ce qu'il faut savoir pour calculer l'effet refroidissant, donc le forçage radiatif, hein, s'il est négatif, hein, il est positif, c'est réchauffant, il faut le rayonnement solaire, il faut la transmittance de l'air, la nébulosité, et l'albédo par rapport à une référence qui peut être un sol nu, par exemple, ou une culture. Alors sur la courbe en haut, vous avez les rayons du soleil en haut de l'atmosphère. Alors, en haut de l'atmosphère, vous pouvez voir que quand c'est bas, c'est en décembre, on a 4 à 5 fois moins de lumière qu'en juillet, hein, où la lumière, c'est la courbe bleue, en haut, rouge, pardon, on a beaucoup plus de lumière. En bas, c'est au niveau du sol. Hein, on voit que ça varie beaucoup, c'est parce qu'il y a des nuages, etc. Et donc, du coup, on a calculé l'effet albédo. C'est la courbe noire, on voit les prélèvements qui sont liés au pâturage, et ensuite, en bleu, c'est le forçage radiatif. Il est toujours négatif, c'est-à-dire que la prairie a un effet refroidissant, mais cet effet refroidissant peut être légèrement diminué par en fait, le fait que l'on pâture. Alors, ça fait moins 8 watts par mètre carré. Il faut que j'y aille vite. Alors, je vous explique ce que c'est. Moins 8 watts par mètre carré. Augmenter de 2 degrés, c'est plus 4,5 watts par mètre carré d'énergie en plus dans l'atmosphère. Pour que vous représentiez ce que c'est 45 000 watts par hectare. Ça représente 45 grippins par hectare. Vous faites le calcul à l'échelle de la planète, ça fait un paquet de grippins. C'est simplement pour vous dire qu'en fait, c'est de l'énergie qui est mise en jeu et qui ne s'en va pas de l'atmosphère. Ramener en fait à une prairie, imaginez qu'on la retourne pour passer un sol nu en permanence, ben, en fait, c'est l'effet inverse. Hein, c'est, vous voyez, la petite armée de grippins sur la parcelle. Alors ça donne quoi sur si on fait ce calcul, ben, selon les sites, on se situe environ entre moins 5 et moins 9 watts par mètre carré. C'est-à-dire que les prairies, dans les 7 sites que l'on a monitorés, sont en fait en forçage radiatif négatif. Ça reste refroidissant. Et si on le compare à un blé, on est à moins 1400 équivalent CO2. Alors je vous passe sur la formule magique qui permet de calculer. C'est des maths, c'est très complexe. Même des collègues chercheurs du CESBio avec qui je travaille ont du mal. Mais ça veut dire que c'est quelque chose de comparable en termes d'ordre de grandeur par rapport au stockage de carbone dans le sol. Et on peut avoir des différences entre deux prairies. Donc je vais vous montrer la prairie de d'Herval et de Taurigny d'Anjou. Hein, en 2022, pendant la canicule, à gauche, vous avez d'Herval qui était jaune selon le référentiel de Derval, parce qu'en fait, souvent, on voit que son propre référentiel, il y a quelques dizaines de kilomètres de là, sur un sol à réserve hydrique faible, on voyait qu'il y avait une sacrée différence. Donc l'écart, en fait, était d'environ, on va dire 400 kg équivalent CO2. Donc une des prairies était un peu plus réchauffante que l'autre. Et pour quasiment conclure, on a fait aussi ce travail, c'est un travail qui est encore en cours, où on a comparé en fait l'évolution de la part d'herbe dans des systèmes en partant d'un système de grande culture qui nous sert de repère et de référence, donc c'est un système blé maïs colza, vers un système 100% herbe. Ce qu'il faut retenir, hein, donc on compare toujours à une référence et une transition d'un état A à un état B, c'est là où on a une variation d'albédo, et donc c'est là où on a de l'effet albédo. Donc si on regarde la valeur moyenne de l'albédo sur les courbes que vous voyez là, en vert c'est le système 100% herbe, en rouge c'est le système qui a de la culture, que de la culture, vous voyez que plus on a d'herbe, plus l'albédo augmente, et à contrario, c'est la courbe du bas, plus on a d'herbe, plus le forçage radiatif est négatif et l'effet refroidissant est important. Donc je passe rapidement pour vous donner un chiffre, 10% d'herbe en plus dans un assolement, c'est comme si on retirait, en termes d'énergie, hein, pas en termes de CO2, mais en termes de bilan énergétique, l'équivalent de 147 kg équivalent CO2 par hectare et par an. Enfin, donc j'ai redonné ce chiffre, mais pour vous dire que c'est des travaux qui sont en cours, on a comparé ça entre Pays de la Loire et Occitanie, on a des différences qui sont liées à la région, à la dynamique de pousse de l'herbe. Hein. En Occitanie, on a souvent un creux estival qui est plus important par rapport au Pays de la Loire, hein. C'est lié au climat, la climato. Donc là, on est plutôt autour de 100-150 hein, en réalité. Si on met de la culture intermédiaire, si on couvre le sol, une culture intermédiaire d'août à décembre, début décembre, c'est comme si on retirait l'équivalent de 50 kg équivalent CO2. On augmente la durée, on augmente cet effet. Et puis, pâturer de façon assez intensive, c'est comme si on ajoutait par contre 146 kg équivalent CO2, mais comme la prairie est environ à 1400, en fait c'est une part négligeable et de toute façon elle est déjà pâturée. On a fait l'exercice pour voir ce que ça pouvait représenter. Donc c'est comparable, on va dire, en ordre de grandeur à la séquestration du CO2 dans le sol en termes de forçage radiatif, hein, en termes d'énergie.
Et en fait, pour bénéficier de l'effet albédo, ce qu'il faut faire, c'est couvrir les sols tout simplement. Ça a d'autres qualités, hein, piège à nitrate, biodiversité, stockage de carbone, ça permet de garder de l'humidité. Ça tombe bien, ça va plutôt dans le même sens. Bon, éviter peut-être aussi par contre le surpâturage dans certaines situations, parce que là, pour le coup, on laisse le sol longtemps. Je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais en 2022, on a eu des diminutions pendant même un mois à Trévarez. Hein, il y a eu des situations très très sèches, c'est allé jusqu'à 2 mois et demi, je crois à Torigné d'Anjou, où on a eu une chute très forte de l'albédo liée à la canicule. Donc ça pose aussi des questions derrière. Donc je finis en disant que le stockage dans le sol, ça on le savait, l'effet albédo maintenant on le sait mieux. Et pour finir, on a un projet, on a déposé pendant le projet albédo, avant qu'il s'achevait, le projet CASDAR Albâtre et Système, on a été lauréat. Donc là, on va dire c'est une sorte de poursuite, mais pas que, puisqu'on va travailler à des mesures d'albédo dans les systèmes de culture fourragée, donc après une prairie, si on met un blé ou un maïs, etc. Qu'est-ce que ça donne en termes de variation de la réflectance du sol? On va essayer de reconstituer l'albédo de prairie diversifiée grâce à un matériel spécifique qu'on mettra normalement à Moron et à Torigné, pour essayer de quantifier, voir si on peut prédire l'albédo de mélange fourragé, ce dont Patrice parlait ce matin, parce que ce n'est pas la même chose entre un trèfle et une fétuque. Et donc travailler à de l'adaptation des systèmes, à co-construire dans les fermes expé des systèmes qui intègrent des enjeux d'adaptation du système. On va bosser avec le laboratoire des sciences de l'environnement et du climat au travers d'une thèse, donc l'Institut Pierre-Simon Laplace, sur la modélisation. Donc on va pouvoir injecter dans les modèles du climat de la culture, de l'herbe, ce qui n'existe pas aujourd'hui. En gros, il y a maïs, blé et puis un peu forêt, je crois, ou riz. Voilà, c'est très limité. Et donc produire un outil de conseil rapide d'albédo à des fins de conseil et puis communiquer. On a prévu de faire un tour de France de l'albédo pendant le projet. En gros, pour faire simple, dans les fermes expérimentales, on proposera une journée ou une demi-journée d'information aux acteurs du développement ou de l'administration en lien avec l'agriculture, même la formation, lycée agricole, pour informer sur ces notions-là, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que l'albédo, ça n'est pas une fin en soi, ça fait partie d'un ensemble. Voilà. Et puis je remercie les partenaires, les fermes expé, qui se reconnaîtront là-dedans, mais aussi le CESBio, c'est le Centre d'études spatiales bioclimatiques de Toulouse, qui est un consortium INRAE, CNRS, IRD et université, puis la FPF aussi, qui est très impliquée dans ce projet. Voilà, merci.